Bienvenue dans cette conférence qui s'appelle « Libérer une journée par semaine sans sacrifier la qualité ». Je tiens vraiment à vous féliciter tout d'abord, sincèrement, parce que trouver du temps dans un emploi du temps dirigeant, c'est presque un super pouvoir. Et aujourd'hui, vous l'avez activé, votre super pouvoir. En participant à cette conférence, vous montrez quelque part que malgré les urgences du quotidien, vous êtes prêt à investir dans ce qui compte vraiment, c'est-à-dire vous, votre vision et votre impact. Alors un grand bravo pour ce pas en avant. Et merci de m'accorder votre précieuse attention. En tout cas, c'est très sincère. Merci beaucoup. Alors, okay, je vois qu'il y a Michel aussi qui est arrivé. Très bien. Vous allez repartir de cette conférence avec des clés essentielles pour modifier tout de suite votre emploi du temps et alléger votre agenda, puisque l'idée, c'est de vous libérer du temps, quelle que soit l'utilité que vous faites du temps que vous allez dégager. Le but de cette conférence, c'est que vous repartiez vraiment avec des clés pratico-pratiques et que ça change directement, que vous puissiez implémenter et que ça change directement votre quotidien. Alors, je vais préciser un petit peu quand même à qui je m'adresse aujourd'hui, tout simplement parce que le contenu d'une conférence sur le fait de libérer du temps, il peut varier en fonction de votre situation, de ce que vous faites. Moi, j'ai axé cette conférence vraiment pour des personnes qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, qui ont des salariés ou qui envisagent d'en avoir. Et si vous rencontrez au moins une des problématiques suivantes, c'est-à-dire être débordé par l'opérationnel, avoir des difficultés à déléguer des tâches, à enjeu ou à faire confiance, si vous n'avez pas de temps pour développer votre entreprise ou pour réfléchir sur la stratégie, si vous n'avez pas de temps pour vous, ou vos proches, ou vos passions, vos activités, ou que vous avez un équilibre pro-perso qui n'est pas OK, en tout cas pour vous ça ne fonctionne pas, en tout cas pas durablement, et éventuellement si vous avez une perte de sens dans votre quotidien. Voilà, si vous rencontrez une de ces problématiques-là, vous êtes au bon endroit, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes entrepreneur. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, j'ai presque envie de vous dire, ne restez pas, parce que si vous avez déjà un problème de gestion du temps, vous allez aggraver votre cas en restant à une conférence qui finalement ne vous aidera pas dans votre problématique, même s'il y a peut-être certains tips ou certains éléments que je vais apporter aujourd'hui qui vont vous permettre de changer 2-3 trucs. Ce ne sera pas ciblé sur votre profil si vous êtes cadre dans une entreprise, mais que l'entreprise ne vous appartient pas et que par définition, certaines décisions ne vous appartiennent pas. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont le pouvoir décisionnel dans leur boîte. Voilà, donc voilà, je préfère le préciser pour que vous ne perdiez pas votre temps si vous n'êtes pas dans cette situation-là. Alors, pour commencer, j'aimerais avoir quelques informations sur vous. Ça me permettra juste d'ajuster mon contenu à vos situations. Alors, ne répondez pas tout de suite aux questions que j'ai mis ici. Si vous voulez bien, tout simplement, répondez aux 4 questions dans un même message, dans un seul message. Attention, parce que si vous cliquez sur le bouton « Entrée », pour passer à la ligne, en fait, ça envoie le message. Soit vous répondez tout à la suite, soit vous passez à la ligne en cliquant sur « Shift, Entrée ». Ça, c'est le petit truc pour pouvoir revenir à la ligne. Et vous mettez 1 devant la réponse à votre question numéro 1, 2 pour la 2, etc. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre fonction ou votre secteur d'activité? Voilà, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise avec votre entreprise? Dites-le moi dans le chat, vraiment en mettant 1 en face de fonction ou d'activité. Qu'est-ce qui vous empêche de libérer du temps actuellement? Ça, c'est la question 2. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir tout de suite en lien avec ce qui vous préoccupe? Ça, c'est la réponse 3. Et puis, sur votre réponse 4, dites-moi un petit peu ce que vous avez déjà essayé. Je vous laisse quelques minutes pour répondre à ces 4 questions. Quel est votre secteur d'activité et votre fonction? Qu'est-ce qui vous empêche de libérer du temps actuellement, pour la 2? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir tout de suite? Et 4, qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Je vous laisse quelques minutes pour répondre, parce que l'idée, c'est que vous puissiez être le plus précis possible pour que je puisse vraiment vous aider correctement. Votre secteur d'activité en 1, en 2, qu'est-ce qui vous empêche de libérer du temps? En 3, votre objectif à ce sujet. Et en 4, qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Alors, Carole, vous dites, vous êtes dans la prestation de services auprès des entreprises, vous avez une grosse charge de travail.
plus de 45 heures par semaine. Ok. Et votre problématique, c'est savoir dire non. Et vous aimeriez avoir une meilleure organisation, des journées plus longues. Ok, très bien. Merci beaucoup, Carole. Julie, vous êtes dans le secteur de la formation du coaching en entreprise. Vos freins, c'est la difficulté à dire non aux demandes. Ok. Vous ne priorisez pas. Et votre objectif, c'est libérer au moins un jour par semaine pour vous. Ok. Donc ça, c'est plus pour votre équilibre perso. Et ce que vous avez essayé, c'est de poser des jours sur l'agenda. Ok. Et visiblement, ça ne fonctionne pas aussi bien que ce que vous voudriez. Merci, Julie. Très bien. Alors, à part Carole et Julie, est-ce que quelqu'un veut bien répondre aussi? Sabrina. Alors, MG, je ne sais pas si vous avez un prénom, MG. Amel aussi, peut-être, vous pouvez nous répondre. MG, vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît, comme ça je pourrais vous appeler par votre prénom, c'est plus sympa. Si Amel, vous voulez bien essayer de tenter une réponse aussi à ces 4 questions, ce serait sympa. Et puis après, je vais enchaîner. Alors, dans tous les cas, je reviendrai en fin de conférence sur vos cas individuels pour essayer déjà de vous apporter quelques éléments personnalisés pour vous aider à avancer sur vos problématiques. Ah, vous ne vous priorisez pas. Ok, joli. Ok. Ah, merci Amel pour avoir mis votre caméra. Alors, je vais enchaîner et puis je lirai vos réponses au fur et à mesure que vous les mettrez. Comme ça, on va pouvoir avancer. Alors, pour pouvoir vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette conférence, en fait, c'est simplement parce que j'ai fait passer une entreprise qui s'appelait Cabestan, dont le siège social est à Grenoble, de 1,7 million à 6,5 millions en 5 ans, tout en ayant 3 enfants en bas âge et en travaillant pas le mercredi après-midi, plus éventuellement quand j'y arrivais une journée de télétravail pour être présent pour mes enfants. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Je me suis toujours juré d'être vigilant à conserver un juste équilibre pro-perso, ce qui n'est pas toujours facile. Je ne suis pas toujours arrivé, puisqu'après cette société-là, j'ai repris une société qui était en liquidation. Et je me suis beaucoup investi, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel, d'énergie, et ça m'a généré derrière un problème de santé. Et pour moi, c'était vraiment un signal d'alarme qui me faisait dire non, non, avant ça allait bien, tu savais faire, continue de faire ce que tu sais faire parce que sinon ça part en cacahuète et c'est vraiment pas une bonne chose. Et puis avec Cabestan et puis ensuite la coopérative Oxalis, j'ai accompagné plus de 850 entrepreneurs. Ils avaient quasiment tous des problèmes de gestion du temps et vu que c'est un sujet qui est sensible pour moi, bah, j'ai simplement à cœur d'aider les entrepreneurs à clarifier leurs priorités et à trouver un juste équilibre pro-perso tout en ayant des entreprises qui sont rentables et qui les rémunèrent de façon satisfaisante, quelle que soit la taille de leur entreprise. J'accompagne des entreprises de 1 à là, la plus grosse que j'ai accompagnée avec 80 personnes. Donc, vous voyez que quelle que soit la taille, en fait, cette question-là reste une vraie préoccupation pour un dirigeant, pour un chef d'entreprise. Voilà, donc c'est pour ça que vu que c'est un sujet qui est sensible pour moi et qui en plus préoccupe pas mal de gens, je vois que j'ai une vraie utilité à cet endroit-là. J'aurai l'occasion de vous parler un peu de Laurent, de Justine, qui sont plutôt des solopreneurs, de Franck, qui a 2 entreprises et 14 salariés, et puis de Philippe, lui, qui en a 80, comme je le disais juste avant. Donc, vous voyez que ça donne des schémas d'entreprise qui sont assez différents, mais pour autant pour une problématique qui est quand même globalement la même. Alors, je vois que Sabrina, vous avez répondu, merci beaucoup. Vous dites que vous êtes écrivaine et coach littéraire. Vos clients, ils vous prennent du temps et vous y dédiez beaucoup, pardon. Alors, j'essaie de revenir sur l'ascenseur, mais ça bouge beaucoup. Vous avez déjà du temps pour moi, mais c'est vrai qu'avoir une journée par semaine tranquille serait exceptionnel. Okay, être moins surchargé par vos clients, ça c'est votre objectif. Créer des offres type masterclass d'écriture pour toucher plus de monde et vendre plus large. Donc, c'est une question de modèle économique, j'entends derrière ça. Et vous dites que vous êtes en pleine création de cette offre, mais ça avance doucement, car je tâtonne encore. Ok, très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Ça m'aide à voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, vous n'êtes pas dans ma cible, MG? Ok, très bien. Bah, écoutez, c'est à vous de voir si vous voulez rester pour la conférence et que vous pensez que ça vous apportera des choses, ou si vous voulez nous quitter, il n'y a pas de souci, vous êtes complètement libre là-dessus. Merci pour avoir précisé tout ça. Je voudrais vous donner quelques éléments statistiques, en fait, tout simplement quelques chiffres qui illustrent ce que je viens de vous dire par rapport à la situation des dirigeants, parce que vous allez peut-être vous reconnaître. En fait, il y a une étude de
McKinsey, je crois, qui révèle que les dirigeants passent en moyenne 80% de leur temps à gérer des tâches opérationnelles et seulement 20% sur la stratégie et le leadership, en fait, en gros. Donc, vous voyez comme quoi on est vraiment encore dans un sujet qui est très préoccupant sur l'opérationnel. Il y a aussi une étude de Harvard Business Review qui faisait, excusez-moi pour l'accent, qui disait que près de 47% pardon, des tâches qu'effectuent les dirigeants pourraient être déléguées, mais qu'ils ne sont pas en raison de résistance psychologique ou organisationnelle, ce qu'on appelle les fameuses croyances limitantes ou bien des peurs auxquelles on est parfois confronté, quelle que soit la taille de la boîte. Et puis, les dirigeants qui utilisent des outils de priorisation, comme la matrice d'Eisenhower, dont je vais vous parler un petit peu plus loin, peuvent augmenter leur productivité de 25%. Alors, la productivité, c'est une chose, mais ça veut dire aussi que si on est plus productif, on peut libérer du temps dans les mêmes proportions. Et ça, c'est une étude de Gallup. Et enfin, une enquête de Rescue Time qui montre que les 4 dirigeants perdent en moyenne 2h30 par jour à cause de distractions ou de tâches à faible valeur ajoutée. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment faire des choses sur la gestion du temps, soit pour en récupérer pour soi et faire baisser la pression, soit pour être plus productif, soit pour consacrer ce temps qu'on gagne à des choses qui sont plus centrées sur nous-mêmes, à ce à quoi on aspire, donc retrouver du sens, ou bien avoir une vision pour sa boîte, travailler sur la stratégie. Voilà, et puis travailler sur le développement. Est-ce que sur ces 4 statistiques, vous vous sentez concerné par un des points que je viens d'évoquer? Dites-moi un petit peu dans le chat ce qu'il en est. Est-ce que sur les questions de priorisation, de productivité, de distraction, je vous parlais tout à l'heure de Justine qui faisait des tâches parce que c'était agréable pour elle, il y avait du plaisir, mais en fait, il n'y avait pas grosse valeur ajoutée pour sa boîte, pour des choses comme ça, pour le fait que vous êtes très pris dans l'opérationnel et que vous déléguez assez peu. Ouais, ok, Julie, vous passez trop de temps sur l'opérationnel. Alors, Amel, vous me dites que vous êtes consultant dans l'industrie pharmaceutique, vous êtes fondatrice de votre structure, très bien, vous avez une équipe de consultants salariés, ainsi que de l'activité dans l'industrie cosmétique. Ok, vous êtes débordé par l'opérationnel et c'est une tâche que je ne souhaite abandonner complètement. Alors, je ne sais pas s'il y a une négation ou s'il n'y a pas la négation parce qu'elle n'est pas complète, votre négation. Est-ce que c'est un acte manqué? Pardon? C'est une négation. Je ne souhaite pas abandonner l'opérationnel, en fait. D'accord, vous ne souhaitez pas l'abandonner complètement. Ok, mais entre l'abandonner complètement et puis y être complètement, il y a voilà, le curseur, il peut être mobile, effectivement. Vous dites aussi que vous avez besoin d'augmenter le nombre de consultants pour pouvoir déléguer plus d'opérationnels. Ok, très bien. Et augmenter votre chiffre d'affaires. Vous avez un problème dans la continuité des contrats clients, même s'il vous arrive souvent d'être débordé. Ok, très bien. Merci beaucoup pour votre retour. Ok, chouette. Alors, pour qu'on avance, si jamais vous avez envie d'aller plus loin dans la réflexion autour des problématiques que vous venez d'évoquer ici, vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le bouton rouge, tout simplement. Je vais revenir sur vos cas individuels en fin de conférence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais si vous voulez avoir un retour plus complet, ou tout simplement si vous ne souhaitez pas parler de vous et de vos défis là aujourd'hui en public, je vous incite soit à prendre rendez-vous, soit si vous avez des questions, peut-être auxquelles vous aimeriez avoir quelques réponses ou un échange avec moi avant de prendre rendez-vous, vous avez aussi sur la slide qui est ici mon adresse mail contact@propulsé.com. Ça vous permettra aussi de pouvoir rentrer en contact directement avec moi sans forcément faire ça au cours d'un rendez-vous. Voilà, donc c'est tout bon pour vous à cet endroit-là? N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Ok, super, très bien. Merci beaucoup, Carole. Merci, Sabrina. Ok. Alors, passons au contenu maintenant. En préalable, c'est important d'être au clair sur les raisons qui vous amèneraient à passer à l'action et vous donner envie de faire ce que je vais vous conseiller après, parce qu'en fait, on est toujours motivé à faire les choses que parce qu'on a une bonne raison de les faire. La bonne raison, elle est toujours émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est relié à nos valeurs, à ce qui est important pour nous, à ce qui nous fait bouger et ce qui a du sens finalement quelque part. Alors, une réponse à laquelle vous pouvez commencer par répondre. Je n'ai pas forcément besoin de votre réponse. Si vous la partagez, c'est chouette, ça va vous permettre à vous aussi de clarifier, parce que quand on écrit, on ancre les choses. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi souhaitez-vous libérer une journée par semaine? Et commencez votre réponse par un pour
et non pas un parce que. Parce qu'avec un pour, on va vers quelque chose, on est dans la motivation. Le parce que, on est dans une forme de justification. Donc là, je ne vous demande pas de vous justifier de vos motivations à vous libérer une journée par semaine, mais plutôt à quoi ça pourrait vous servir. Donc, pourquoi? Vous avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais là, si vous formulez votre réponse dans ce sens-là, vous allez voir que ce qui vient derrière peut être un peu différent. Vous dites, Sabrina, pour me dédier à mes projets personnels d'écriture. Ok, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de perso, ça. C'est chouette. Merci beaucoup. Voilà, la deuxième question, c'est avez-vous des craintes au sujet de la qualité de vos prestations si vous libérez du temps? Pour vous, des loisirs créatifs. Ok, Carole, très bien. Est-ce que vous avez des craintes au sujet de la qualité de vos prestations si vous libérez du temps? Vous voyez, le titre de la conférence, c'est libérez-vous une journée par semaine sans perdre en qualité. Parce que je vois bien que déléguer, avec tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés, c'est une question qui revient souvent. Oui, mais si je délègue des choses trop importantes en termes d'enjeux, en termes de tâches, etc., je risque de perdre en qualité, je risque de perdre des clients parce que mes clients sont moins satisfaits, etc. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes aussi concerné par la qualité? Donc, Sabrina, vous dites pas forcément, c'est une question d'organisation. Amel, vous dites c'est pour passer plus de temps avec vos enfants, c'est à la première question. Ok, très bien. Merci. Et donc, c'est une autre façon de formuler la question, mais vous y avez déjà aussi un peu répondu. Que feriez-vous si vous aviez 1 heure de libre par jour dès demain? Demain, vous faites quoi de cette heure que vous libérez? Aujourd'hui, vous avez décidé de participer à cette conférence et je vous en remercie. Demain, vous en faites quoi si vous avez 1 heure de libre? Tous les jours. Vous feriez du sport avec votre fille. Ok. Vous iriez au cinéma. Il faut un peu plus d'1 heure par jour. Ouais, ça dépend du film, effectivement. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une journée de libre par semaine dès demain? Vous allez me balader avec votre chien ou vous feriez du scrapbooking. Ok, très bien. Merci, Carole. Donc vraiment des temps pour vous recentrer sur des choses qui vous font du bien, quoi. Là, j'ai une question qui concerne plus votre entreprise maintenant. Quels seraient les bénéfices pour votre entreprise à moyen ou long terme si vous arrivez à passer plus de temps sur des sujets stratégiques ou de développement ou pour aller plus dans ce que vous dites là aujourd'hui, avoir un équilibre de vie plus satisfaisant, parce que j'entends que vos réponses sont très axées sur l'équilibre de vie. Qu'est-ce que seraient les bénéfices pour votre entreprise si vous arriviez mieux à faire ça? Alors, je vous pose des questions, vous pouvez répondre, hein, comme je vous disais tout à l'heure dans le chat, mais si vous les notez pour vous, ces questions, vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir à tête reposée aussi, un peu plus tard. Vous allez voir que vos réponses peuvent être un peu différentes aussi. Amel, vous dites plus d'organisation, développer d'autres projets, élargir votre offre de services. Ok, très bien. Plus de structure, donc plus de chiffre d'affaires pour Sabrina, plus d'impact à grande échelle auprès de votre communauté. Ok. Plus de concentration pendant le temps de travailler, ouais, donc plus d'efficacité et donc plus de rentrer dans un tunnel personnel où la concentration donne plus de meilleurs résultats en tout cas. Okay. Merci Carole. Alors si on voulait trouver déjà un petit truc que vous pouvez faire pour gagner du temps, selon vous, quelles sont les distractions ou les tâches à faible valeur ajoutée que vous pouvez dès à présent supprimer de vos journées pour vous libérer un peu de temps, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure ou plus, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des distractions dans lesquelles vous vous engouffrez parce que vous n'avez plus la motivation, parce que vous avez une perte de sens, parce que c'est plus facile d'aller vers les choses qu'on sait faire et qui nous distraient, ou de faire des choses qu'on a l'habitude de faire, mais qui finalement ne servent pas à grand-chose à votre business et donc ne servent pas à grand-chose à l'organisation de votre temps pour mener votre entreprise, finalement. Voilà. Réfléchir sur ces tâches-là que vous pouvez enlever ou les distractions, c'est une bonne chose. Vous pouvez aussi réfléchir sur les tâches que vous pouvez déléguer tout de suite, dès à présent, sans que ça vous demande une grosse organisation ni de passer trop de temps à former quelqu'un ou à contrôler ce qu'il fait ou dans le management que vous pourriez avoir. Voilà, les tâches que vous pouvez déléguer tout de suite.
que vous gardez pour vous parce que vous avez l'habitude de les faire, mais que finalement, vous pouvez peut-être les passer à quelqu'un d'autre qui sera tout à fait en capacité de le faire. Carole vous dit que les appels entrants qui coupent les tâches en cours, mais ça, c'est indispensable. Oui, mais peut-être, effectivement, que vous pouvez faire gérer vos appels entrants par d'autres personnes. Moi, j'ai accompagné Julie, par exemple. Julie, c'était une entrepreneure qui est naturopathe en Bretagne, et elle était tout le temps dérangée par le téléphone pendant ses séances. C'était pas agréable pour les clients, c'était pas agréable pour elle parce que ça la coupait dans sa concentration. Voilà. Donc, en termes d'organisation, c'était pas top. Du coup, elle a décidé d'arrêter de répondre au téléphone pendant les séances et de rappeler les gens après. Mais en fait, après, dans sa journée, elle ne trouvait jamais le temps ou c'était trop lourd en fin de journée de faire ça parce qu'elle voulait rentrer voir ses enfants. Et du coup, elle leur ratait plein de clients. Elle se retrouvait avec des trous dans sa journée parce que son emploi du temps était... Enfin, elle ratait des séances, en fait, tout simplement. Et donc, elle a délégué cette tâche à pas une responsable administrative, mais une prestataire d'administratif à distance. Et elle lui a donné un téléphone et en fait, elle gérait plus du tout son agenda, elle répondait plus au téléphone et elle rappelait éventuellement les gens quand il y avait une question en lien avec son métier, mais pas juste pour prendre rendez-vous. Et en fait, son emploi du temps s'est rempli beaucoup plus facilement. Elle n'avait plus de trous dans ses journées. Elle avait un meilleur chiffre d'affaires, une meilleure trésorerie, une meilleure organisation parce qu'elle était tranquille. Elle savait que cette tâche-là était gérée, donc une charge mentale qui a baissé. Vous voyez, donc des bénéfices vraiment importants juste avec une délégation qui finalement, pour ce que ça lui coûtait, c'était 200 ou 300 euros par mois, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez qu'avec quelque chose assez minime finalement comme décision, elle a vraiment drastiquement amélioré les choses. Carole, vous dites aussi les appels entrants qui coupent les tâches en cours. Mais ça, alors ça, vous adoreriez, pardon, Sabrina, déléguer la prospection. Ok. Amel, vous dites pas pour vous, mais c'est tout ce qui s'impose à moi côté professionnel. Je dois avoir plus de ressources, mieux s'organiser et déléguer plus et mieux. Ok, d'accord, très bien. Amel, pas de distraction. Ça marche, très bien. Alors, si vous êtes parfaitement lucide, Amel, vous avez un petit peu répondu peut-être là, mais si vous êtes parfaitement lucide et honnête avec vous, qu'est-ce qui vous empêche réellement de faire ça maintenant ? Est-ce que c'est une question de moyens ? Est-ce que c'est une question de mindset pour vous? Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question de peur? Est-ce que c'est une question d'organisation et que vous ne trouvez pas les moyens de faire l'organisation? Est-ce que réfléchir tout seul, c'est quelque chose de pas évident pour vous? Ce qui est complètement entendable. Moi, dans mon mode réflexif, je suis bien plus performant et bien meilleur dans ce qui sort de mon cerveau quand je suis en discussion avec des gens que quand je réfléchis tout seul devant une feuille de papier. Donc voilà, des fois, se faire accompagner ou être en interaction avec des gens, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais qui est bien plus performant en termes de résultats. Donc voilà, chacun trouvez vos éléments qui vous empêchent en fait réellement de déléguer des parties ou de vous libérer un peu de temps. Sabrina, vous dites le budget, vous allez le faire, mais vous y allez par étapes. Ok. Alors, si on passe à la suite, maintenant, je vais vous donner quelques clés et on va aborder 4 chapitres. On a commencé un petit peu avec les questions que je vous ai posées là. Les chapitres qu'on va aborder aujourd'hui, c'est élaguer et prioriser, faire le ménage en gros, quoi. Sortir du « je contrôle tout le temps » pour que vous puissiez sortir du processus de qualité, ou presque, en tout cas, juste le piloter. Développer une vision ambitieuse, vous allez voir pourquoi. Et puis, développer votre leadership grâce à un mindset de croissance. Ça, c'est hyper important. Parce que si vous avez un mindset qui est fixe, eh bien, vous n'allez jamais pouvoir ni vous développer vous-même, ni développer votre entreprise. Voilà, donc les 4 chapitres qu'on va aborder, c'est ça. Donc, on va commencer par élaguer, prioriser, faire le ménage. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la matrice d'Eisenhower. On trie les tâches par ce qui est urgent, ce qui est important. Je vais vous la montrer après. Et puis, j'ai mis en place, moi, un document qui s'appelle Focus Prio, que je donne à mes clients pour qu'ils avancent là-dessus, pour faire le ménage. Et ils arrivent vraiment à libérer beaucoup de temps avec ça. Je vais vous expliquer tout simplement le fonctionnement. La matrice d'Eisenhower, vous voyez, en haut à gauche, vous avez ce qui est urgent et important.
Et en bas à droite, vous avez ce qui est ni urgent ni important. Donc ça veut dire qu'on oublie. C'est toutes les distractions, c'est toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Et puis, entre les deux, il y a ce qui est important mais qui n'est pas urgent. Donc, c'est avec des tâches avec des échéances variables qui contribuent à la réussite de votre entreprise à long terme. Ça, vous pouvez soit les déléguer, soit les faire vous-même, mais il faut les programmer. C'est à planifier. Et puis, il y a tout ce que vous pouvez déléguer, les tâches à traiter, mais qui ne mobilisent pas vos compétences personnelles ou qui peuvent être réalisées des fois 80% aussi bien que vous, mais ça peut suffire pour que ça fonctionne. Donc déjà, ce principe-là, ça vous permet de vous organiser. Vous en avez peut-être déjà un petit peu parlé. Je vous l'ai dit, qu'est-ce que j'entends par le mindset? Le mindset, c'est votre état d'esprit. En français, c'est état d'esprit, en gros. J'aime bien le mot anglais mindset parce que set, en anglais, ça veut dire programmer, c'est tout ce qui est les réglages, en gros, qu'on fait. Setting, c'est régler les choses. En fait, c'est comment est-ce qu'on règle son état d'esprit, son cerveau, pour qu'il fonctionne au mieux de ses capacités. Parce que tout simplement, j'aime bien quand les entrepreneurs, ils arrivent à être ou à devenir la personne dont leur entreprise a besoin durablement pour faire grandir leur boîte ou pour la faire vivre, tout simplement. Je vous raconte ça parce que moi, quand je vous ai parlé d'une boîte que j'ai fait passer d'1,7 million à 6,5 millions, au bout de 5 années, 6 années, j'ai senti que j'étais arrivé un peu à bout de course de ce que je pouvais apporter à la boîte. Et c'est pour ça que je suis parti. Et avec le recul, j'aurais aimé rencontrer quelqu'un qui fait ce que je fais aujourd'hui pour m'aider à rester la bonne personne pour cette boîte et continuer à la faire grandir, à la développer et à la faire vivre, tout simplement. Et moi, je suis parti de là parce que j'avais un mindset qui n'était pas... j'ai pas trouvé les bonnes personnes, ou je ne savais pas que c'était possible, peut-être tout simplement, de changer moi-même pour avancer et rester cette bonne personne pour développer cette boîte. Voilà. Et donc, quand je vous parle d'avoir un mindset de croissance, c'est ça, c'est développer votre état d'esprit pour continuer à changer, évoluer au fur et à mesure, pour vous d'abord, pour votre bien-être, et ensuite pour le bien-être, l'existence et la survie de votre boîte. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le document Focus Prio, je vous donne un lien. Vous aurez juste à saisir votre adresse mail et ça vous permettra de l'obtenir. Je vous en prie, je vous dis. Voilà. Je vous mets dans le chat le lien qui vous permettra d'obtenir le Focus Prio, le document Focus Prio, si ça vous intéresse. Avec Focus Prio, Justine, elle a éliminé les tâches faciles à faire ou faites par habitude, mais qui finalement, avec qu'une faible valeur ajoutée, ou qui lui faisaient simplement plaisir. Et puis, des fois, on se laisse embarquer dans des trucs qui finalement ne servent pas à grand-chose pour la boîte. Elle a libéré énormément de temps grâce à cette méthode, ce qui lui a aussi permis d'anticiper le recrutement de sa première salariée, au lieu de le faire à l'arrache et puis que ça devienne finalement une charge de plus dans un agenda qui était déjà surchargé. Ce temps qu'elle a gagné, en fait, ça lui a permis de faire son recrutement assez tranquillement. Parce que souvent, les gens, quand ils veulent recruter un salarié, ils attendent d'être full en termes d'agenda. Ils disent, bah mince, maintenant, il faut que je me libère du temps, donc il faut que je recrute. Sauf que ce n'est pas à ce moment-là qu'on a du temps, puisqu'on est déjà full. Donc, l'idée, c'est d'anticiper un petit peu tout ça. Franck, lui, ça a été assez facile pour lui de se libérer de l'opérationnel, mais c'est quelqu'un qui aime driver l'opérationnel, justement. Donc, en sortir, ça lui demandait une démarche et de la discipline et de se pencher pour se pencher sur la stratégie. Vous voyez, parce que quand on aime faire l'opérationnel, la stratégie, on voudrait y aller, mais finalement, la façon d'y aller, ou bien, comme je vous disais tout à l'heure, moi, c'est plus facile si je réfléchis avec des gens. Voilà, se pencher sur des choses qu'on ne fait pas au quotidien, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Du coup, on procrastine, on remet toujours un peu au lendemain et puis ou à plus tard, et puis à force, le temps passe et on ne fait pas. Tout simplement parce que c'est pas confortable de se retrouver tout seul à réfléchir là-dessus. Franck, c'est un homme de terrain, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, il a 2 entreprises, 14 salariés. Et le fait que je travaille avec lui a permis justement de bloquer dans son agenda un rendez-vous pour travailler sur le stratégique. Et donc ça, c'est ce qui lui a permis de passer le cap et de déléguer la partie opérationnelle de son atelier avec un chef d'atelier, et puis de se retrouver à pouvoir développer son entreprise correctement. Voilà, alors sur le deuxième point, c'est sortir du... Pardon, excusez-moi, j'étais en train de charger ma slide. S'extraire du processus de contrôle qualité, ou presque.
Comme je dis toujours, la confiance n'empêche pas le contrôle, mais sans confiance, on ne sort pas de l'opérationnel. Alors, on peut aimer l'opérationnel, mais s'il empêche de travailler sur la stratégie, il faut trouver le juste équilibre entre opérationnel, stratégie, développement, pour que tout ça fonctionne de façon harmonieuse. Est-ce que vous avez peur de déléguer ou est-ce que vous avez des appréhensions? Ça, c'est souvent un frein pour passer à l'action. Moi, ce que j'ai observé chez ceux qui ont du mal à déléguer ou qui, quand ils délèguent, ils ont besoin de tout contrôler, c'est souvent qu'ils ont peur de perdre le contrôle, justement, que leur entreprise, de perdre la main sur leur boîte. En gros, il y a une sorte de perfectionnisme aussi derrière sur la qualité de ce qui sort de la boîte, des prestations. Il y a des fois un manque de confiance dans l'équipe et qui peut parfois révéler un manque de confiance en soi, parce que la confiance dans les autres, c'est souvent en lien avec la confiance en soi. Voilà, ça c'est ce que j'ai observé. Franck, la première fois qu'il a laissé les clés de son atelier, il dit, ça a été très difficile pour moi, il devait partir une journée complète pour aller voir un client qui était loin et ça lui demandait un déplacement et il a dû laisser les clés de l'atelier à ses salariés. Ça a été très compliqué pour lui parce qu'il avait du mal à faire confiance. Et pourtant, il a 14 salariés, hein, donc il est obligé de faire confiance quand même. Mais quand on est trop derrière dans le contrôle, voilà. Donc Franck, je l'ai aidé à mettre en place un processus qualité qui lui permettait de déléguer 80% du contrôle qualité, en fait, par des membres de son équipe. Il y avait une forme d'autocontrôle de chacun des membres sur le travail des autres. Pas un contrôle pour pister, mais simplement un contrôle pour dire, OK, là, l'étape, là, elle est franchie correctement, on peut passer à l'étape suivante. Et du coup, au bout du processus qualité, le produit qui sort de l'atelier, il était propre et il permettait d'être vendu aux clients sans perdre ni en réputation, ni d'avoir trop de SAV, donc avec des coûts qui sont importants. Vous voyez, ça c'est quelque chose de vraiment crucial. Amel, vous dites pas peur de déléguer, mais ça demande de l'organisation et de l'anticipation pour une garantie de résultat correct. Oui, ça c'est sûr. On rentre dans des questions managériales là et d'organisation, de communication interne, etc. Alors, voilà, je vous ai parlé du processus de contrôle qualité. Il faut vraiment qu'il soit clair, avec des étapes bien définies, et puis partager les responsabilités. C'est ce qui vous permet vraiment de déléguer aussi ça. Et puis, moi, je trouve toujours intéressant d'en faire un sujet d'amélioration continue où finalement, chacun peut amener sa pierre à l'édifice, ce qui donne l'opportunité d'échange, de cohésion, de confiance. Et puis, in fine, c'est la fidélité des salariés qu'on obtient parce que quand on les implique dans des processus comme ça, eh bien, ils se sentent utiles, ils se sentent concernés et ils ne se disent pas, oui, les décisions se prennent d'en haut, nous, on n'est que des exécutants. Vous voyez, ils apprécient quand même de pouvoir s'impliquer. Et comme je dis souvent, si quelqu'un peut faire 80% de ce que vous feriez, laissez-le faire, et puis vous corrigerez au fur et à mesure pour que ça se peaufine comme vous avez envie. Et puis, peut-être que vous pouvez déjà noter une tâche stratégique que vous pourriez déléguer et à qui. Je ne sais pas si c'est des choses que vous pouvez faire déjà dès maintenant. Voilà, face à cette idée de déléguer, c'est quoi vos résistances à vous, s'il y en a qui vous sont venus et si vous avez envie de les partager, évidemment. Avant qu'on passe à la vision. Image renvoyée au client chez qui vous intervenez. OK, ça c'est votre préoccupation. C'est l'image que vous avez vis-à-vis de vos clients. Julie, vous dites la rédaction de documents Calliope. Alors, je ne comprends pas trop la question. Votre préoccupation, c'est que votre document Calliope, il soit vraiment nickel pour ne pas être embêté et pas être toqué, c'est ça? La question, c'est quelles sont vos résistances face à l'idée de déléguer et d'organiser un process qualité que vous pilotez, mais dans lequel vous n'intervenez pas forcément à tous les niveaux. Ouais, donc Julie, vous dites que vous les faites par peur de non-qualité et vous pensez qu'il faut déléguer ça. Ok, merci beaucoup pour votre retour.
Alors, je vais avancer un petit peu sur le contenu parce que je vois que l'heure passe, pardon, et je voudrais pas abuser de votre temps, puisque c'est ça le sujet aujourd'hui. Donc, je passe au sujet suivant qui est le fait de... excusez-moi, je ne trouve plus ma souris. Hop, voilà. De développer une vision ambitieuse pour soi-même et pour son entreprise. L'importance de la vision à long terme, en fait, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une vision de là où vous allez avec votre entreprise pour les 5 et 10 ans, euh, on peut se référer à la phrase de Sénèque que tout le monde connaît, qui est « il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va », c'est-à-dire que vous allez peut-être saisir des opportunités qui n'en seront peut-être pas au final. Vous allez peut-être partir dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Vous allez peut-être prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Alors que si vous savez où vous allez finalement, les résultats qu'on obtient en fait, quand on a une vision claire, c'est une forte motivation. Hein, même quand c'est difficile, vous pouvez soulever les montagnes. Hein, quand il y a des difficultés qui apparaissent, mais que vous savez précisément ce que vous voulez dans les 3, 5, 10 ans qui viennent, c'est du sens dans votre quotidien, c'est-à-dire que vous savez pourquoi vous faites les choses. C'est de la détermination, de la sérénité, du plaisir, des prises de décision qui sont alignées finalement avec les objectifs à long terme. Et donc, vous savez, quand vous prenez une décision, qu'elle répond, qu'elle sert à vous rapprocher de votre vision, simplement. Ça sert aussi à saisir les bonnes opportunités. Ça met moins de doutes et puis de réflexion inutile. Et au final, c'est vraiment un gain de temps, c'est une baisse du stress, c'est une baisse de la charge mentale. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui, quand on dézoome sur l'utilité de ça, ça prend vraiment une place importante. Moi, je trouve d'avoir cette vision-là. Alors, comment est-ce qu'on peut définir une vision ou la réviser? Quelques clés pour commencer le travail que je peux vous donner, c'est de se poser les bonnes questions. D'abord, c'est où voulez-vous que votre entreprise soit dans 5 ans? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir réalisé de grand ou de complètement fou, peut-être même? Parce que ce qui est important, finalement, c'est pas tant là où vous allez, c'est le chemin que vous allez parcourir pour y arriver. Voilà, une autre question qu'on peut se poser, c'est si vous deviez vous retourner dans 5 ans et observer ce que vous avez réalisé, de quoi est-ce que vous seriez vraiment fier ou très satisfait, quoi. Vous voyez, on le fait en mode feedback, quoi. Ou bien comment votre rôle en tant que dirigeant doit-il évoluer pour atteindre cette vision? Alors moi, personnellement, pour aider mes clients à définir une vision claire et ambitieuse pour leur entreprise et pour eux-mêmes, je les emmène en plein air, en pleine nature, dans des endroits magnifiques, sur les hauteurs du lac d'Annecy, par exemple, ou ailleurs. Ils prennent de la hauteur sur leur entreprise, physiquement, symboliquement. C'est vraiment une belle façon de prendre du recul sur les choses et de voir loin. Et quand je dis voir loin, je ne sais pas si vous connaissez un peu le secteur autour d'Annecy, mais quand on est en haut du Semnoz, on a une vision à 360 sur les montagnes environnantes, sur le lac du Bourget, sur le lac Léman, sur le lac d'Annecy, sur toutes les montagnes qui vont très loin, parce qu'on est à 1800 mètres d'altitude et il y a pas beaucoup de sommets autour qui bouchent la vue. Donc, ça permet vraiment de prendre du recul et de travailler sa vision. Moi, je fais pas mal je ne trouve pas le terme, pardon, mais quand j'emmène mes clients, je leur fais faire un parcours avec des étapes et puis je fais des points de repère physiquement avec ce parcours-là par rapport à leur entreprise. Voilà, je fais des choses comme ça qui leur permettent de bâtir une vision qui est vraiment inspirante pour eux-mêmes, qui est ambitieuse et où ils disent waouh, j'aurais jamais imaginé sortir quelque chose comme ça. Et en ayant cette vision-là, ils ont beaucoup plus de chances de la réaliser. Je vais vous parler de Ludovic Biet, qui est un entrepreneur que j'ai accompagné sur sa vision en mode outdoor. Ludovic, il a fondé l'entreprise La Forge des Entremonts et il témoigne sur YouTube. Je vous mets le lien là dans le chat si vous avez envie d'aller voir son témoignage pour vous dire à quel point c'est important d'avoir une vision parce que son témoignage, il a été fait 2 ans après qu'on ait travaillé sa vision et il se rend compte qu'elle se réalise déjà en fait 2 ans après. Même si elle n'est pas complètement aboutie parce que c'est une vision à 5-10 ans, au bout de 2 ans, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé dans sa vie en fait. Donc voilà, si vous avez envie d'aller regarder ça, je trouve que c'est un témoignage qui est assez intéressant. Voilà, donc ça, je m'attarde pas plus longtemps que ça sur la vision parce qu'on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Quand on a travaillé sur la vision, quand on a fait le ménage, quand on a intégré qu'on pouvait déléguer pas mal de choses, eh bien, au final, ce qui reste à faire pour pouvoir réaliser cette vision et mettre un plan d'action qui marche bien, c'est de développer son leadership grâce à un mindset de croissance. Parce que si on n'a pas ça, on n'a pas l'outil, on n'a pas le moteur qui va
déplacer le véhicule. Je vous reparle, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure du mindset parce qu'il y avait une question sur ce sujet. Mais je vais vous en parler là. Vous voyez, le mindset fixe, c'est croire que les compétences sont figées. C'est-à-dire, je ne suis pas fait pour la stratégie. Voilà. Ou bien, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. Ou bien, je suis comme ceci ou je suis comme cela. Et c'est comme ça. C'est ce que j'appelle, moi, le fatalisme fonctionnel. C'est-à-dire que quand on a des difficultés, au final, quand on fonctionne avec un mindset fixe, avec un état d'esprit fixe, la faute, elle vient toujours des autres ou bien d'événements extérieurs dont on n'est pas responsable. C'est un peu un principe de victimisation et au final, régler des problématiques qu'on peut rencontrer quand on est chef d'entreprise en ayant cet état d'esprit-là, ça ne fonctionne pas. Alors, on n'est jamais complètement avec un mindset fixe ou avec un mindset de croissance. Des fois, on peut être un peu sur certains sujets en mode croissance, en mode remise en question. Et puis, il y a des sujets sur lesquels on a un peu plus de résistance, parce que le changement génère toujours des résistances. Donc, on peut parfois avoir des comportements d'état d'esprit fixe. Parce qu'à l'inverse, quand on a un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire considérer chaque difficulté comme une opportunité de progresser, se remettre en question, considérer qu'on est le seul responsable de ses résultats, on va plutôt sortir des phrases comme « je peux apprendre à déléguer » ou bien « je ne suis pas encore très bon pour déléguer » ou bien « je ne suis pas encore très bon pour faire ceci ou cela ». Je ne suis pas encore très bon pour réfléchir en mode stratégique tout seul. Vous voyez la différence entre un mindset fixe et un mindset de croissance? C'est vraiment important de se mettre dans tous les sujets le plus possible en mindset de croissance pour pouvoir faire évoluer votre boîte correctement et avoir la vie que vous avez envie d'avoir tout simplement. Alors, c'est peut-être un petit peu dur ce que je vais vous dire là. Je ne sais pas si la personne qui a écrit ça dans son formulaire d'inscription est présente aujourd'hui. Mais mettre la faute sur les autres, en fait, ou sur des événements extérieurs, comme je vous disais, des événements extérieurs à vous-même, sont finalement que des excuses pour justifier votre situation et éventuellement vous en plaindre, comme si vous ne pouviez rien y faire, en fait. À la question, pour reprendre la personne qui a mis cette réponse-là, et franchement, ce n'est pas pour la stigmatiser, mais c'est pour illustrer ce que je vous dis, à la question, votre obstacle numéro 1 pour avancer, dans le formulaire d'inscription, la personne a répondu la qualité des équipes. Vous voyez la différence? Il y a d'autres personnes qui sont peut-être là aussi qui ont répondu moi-même ou bien le recul. C'est-à-dire que ceux qui ont répondu le problème pour avancer, c'est moi ou bien c'est le recul, c'est des personnes qui ont conscience que si elles changent elles-mêmes, elles vont pouvoir développer leur boîte ou pouvoir avoir la vie qu'elles ont envie d'avoir. Quand on dit, en fait, c'est la faute des équipes, de la qualité des équipes, si je n'ai pas les résultats que je veux, en fait, si vous réfléchissez comme ça, votre boîte, elle ne peut pas se développer correctement et vous allez continuer d'avoir des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Parce que peut-être, si vous êtes chef d'entreprise, l'équipe, elle est à votre image, en fait. C'est vous qui l'avez recrutée. Vous êtes responsable de l'équipe que vous avez et donc de la qualité de votre équipe. Donc, c'est à vous de la faire évoluer, de la faire progresser et de faire en sorte d'avoir l'équipe dont vous avez besoin pour faire évoluer votre boîte, pour avoir la réputation que vous avez envie d'avoir avec votre entreprise, pour avoir la qualité du travail que vous avez envie de fournir à vos clients. Tout ça, c'est de votre responsabilité. Si vous essayez d'esquiver cette responsabilité, ça ne peut pas fonctionner. Et l'idée, ce n'est pas de se flageller ni de se sentir coupable, d'aller dans la culpabilité, c'est dire, OK, j'ai tel résultat, je voudrais avoir tel résultat, comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Et s'il y a des éléments dont je ne suis pas 100% responsable, évidemment, vous n'êtes pas 100% responsable du comportement d'un membre de votre équipe. En revanche, vous êtes responsable de continuer, de laisser ce membre de votre équipe à se comporter comme ça au sein de votre entreprise. Ou pas. Voilà, donc l'état d'esprit de croissance, il est vraiment important pour faire évoluer votre boîte et avoir les résultats que vous avez et avoir la vie, l'équilibre de vie que vous voulez avoir aussi. Si on prend la responsabilité de nos résultats, on a toutes les chances d'obtenir les résultats qu'on veut, même si c'est difficile. Et des fois, il y a des décisions difficiles à prendre, notamment quand on est une équipe, c'est-à-dire quand on doit se séparer de quelqu'un. Non, ce n'est pas une décision difficile, mais si on se dit que c'est de sa faute si ça ne marche pas et qu'on reste comme ça, ça va continuer de ne pas marcher. Je vais vous parler un peu de Philippe qui était en stress avec le départ de son directeur industriel. Philippe, c'est celui qui a une boîte de 80 personnes que j'ai accompagné et qui a finalement réorganisé ses propres fonctions à lui en remplaçant son directeur industriel par une personne moins qualifiée, mais qui était moins chère, parce que finalement, son directeur industriel qui est parti, il était surqualifié pour le poste, et ils avaient une Ferrari, alors qu'ils avaient besoin juste d'une voiture de course, par exemple, pour faire cette comparaison-là. Mais finalement, il a recruté quelqu'un qui avait
des qualités plus appropriées au poste et aux objectifs qui étaient poursuivis. Il aurait pu se lamenter sur le départ de son directeur industriel et puis dire, bah voilà, on n'a plus de directeur industriel, c'est à cause de lui si on ne fait pas de chiffre d'affaires ou s'il y a des dysfonctionnements dans la boîte, etc. C'est la situation qu'il n'a pas choisie. Il a choisi de se remettre en question, de réorganiser ses propres fonctions, c'est-à-dire de prendre des fonctions stratégiques qu'avait le directeur industriel et puis de lâcher lui des fonctions un peu plus opérationnelles qu'il avait sur certains points, qu'il pouvait déléguer à d'autres personnes de son équipe. Et finalement, en réorganisant tout ça, il a pu trouver la bonne voie, la voie qui était juste pour sa boîte. Il a choisi de faire de ce départ finalement une opportunité. Et je vous invite vraiment à voir systématiquement une contrainte comme une opportunité en vous posant les deux questions suivantes, par exemple, qu'est-ce que ça permet de faire? Voilà. Philippe, il s'est posé la question, qu'est-ce que le départ de ce directeur industriel me permet de faire? Quel est le cadeau caché derrière ce que je n'ai pas choisi et qui me semble être insurmontable pour l'instant? C'est quoi le cadeau qui a peut-être caché derrière ça? Si vous réfléchissez de cette façon-là, vous allez développer un mindset de croissance vraiment fort, vous allez sortir de n'importe quelle impasse et puis vous allez passer toutes les difficultés qui se présentent en fait. Si vous en faites un jeu, vous allez même y prendre du plaisir, je pense. Parce que quand on fonctionne comme ça, tout de suite, difficulté. Ah, mince, ok, j'ai le droit de râler 2 minutes, mais après, je me dis, c'est quoi l'opportunité qui est cachée derrière? C'est quoi le cadeau? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Alors, si vous avez un mindset de croissance, l'impact que ça a sur votre leadership, finalement, c'est que vous allez... Merci beaucoup, Sabrina, pour votre commentaire. Si vous avez un mindset de croissance, votre leadership va vraiment évoluer parce que vous allez favoriser l'innovation et la prise de risque au sein de votre entreprise. Un dirigeant qui a un mindset de croissance, il n'a pas peur de l'échec, il considère ce que les autres considèrent comme un échec, comme un apprentissage. Et je vous parlais tout à l'heure dans ma slide d'avant, je crois, si je la remets, mais j'ai toujours ma souris, on va y arriver. Je vous parlais d'une entreprise apprenante. Entre parenthèses, j'avais mis droit à l'erreur. Vous voyez, quand vous avez un mindset de croissance, eh bien, vous allez prendre chaque échec comme une opportunité d'évoluer, une opportunité d'apprendre et une opportunité, si vous regardez le cadeau qui est caché derrière, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire et d'être encore meilleur après ça? Si on parle de Tesla, alors tout le monde n'aime pas forcément son patron. Moi, je ne suis pas fan du patron, mais il a quelques qualités quand même en tant que dirigeant de boîte. Tesla, on ne serait pas là où elle en est si elle avait une culture, sans cette culture qui finalement favorise la prise de risque et puis l'expérimentation. Vous voyez, quand on a un mindset de croissance, on peut tester des choses, ça ne marche pas, et ben on va faire différemment la fois d'après. Et si on fait toujours la même chose, ben on obtient toujours les mêmes résultats. Le deuxième point qui est important quand on a un mindset de croissance sur le leadership, c'est que ça inspire son équipe. Vous devez être quelqu'un qui inspire les autres. Et si vous avez une vision inspirante et ambitieuse pour vous-même, pour votre boîte, vous allez aussi inspirer votre équipe, vous allez la fidéliser, parce que vous allez montrer l'exemple et vous allez encourager les collaborateurs finalement à sortir de leur zone de confort aussi. Et vos employés, ils ne peuvent pas grandir si vous restez figé dans vos habitudes ou dans vos fonctionnements. Et puis, enfin, une entreprise, elle peut grandir que si son dirigeant continue lui-même de se développer. Comme je dis toujours, le dirigeant, c'est le premier vecteur de développement d'une entreprise. Le développement du dirigeant. Voilà. Alors, il y a quelques clés pour développer un mindset de croissance. La première chose, c'est pratiquer l'autoréflexion. Je vous donne un petit truc, par exemple, chaque semaine, vous pouvez identifier une difficulté récente que vous venez de vivre et puis noter ce que vous en avez appris. Moi, personnellement, mon rituel hebdomadaire, c'est le suivant. Le lundi, dans mon agenda, c'est marqué, je prends un temps pour réfléchir à ce que je vais oser cette semaine. Qu'est-ce que je vais oser faire que je ne fais pas d'habitude? Et vous voyez que ça me challenge chaque semaine. Et puis j'ai aussi le lundi, quelle habitude est-ce que je vais laisser tomber? Parce qu'on a tous des habitudes qui sont plus ou moins utiles, et de laisser tomber celles qui ne sont pas utiles, même si parfois c'est inconfortable, eh bien vous allez voir que ça libère du temps, ça libère de la bande passante dans votre cerveau, de la charge mentale. Et au final, le vendredi, en fin de journée, je fais toujours un point sur mes réussites et mes ratages de la semaine. Ok, qu'est-ce que j'ai bien fait cette semaine? Je fais un petit feedback juste sur la semaine. Je le fais tous les trimestres aussi, puis une fois par an, un peu plus globalement. Mais globalement, cette semaine, qu'est-ce que j'ai bien réussi? De quoi je suis content? L'idée, c'est pas juste de se flatter et de se gargariser. Non, c'est dire qu'est-ce que j'ai réussi pour pouvoir refaire, pour répéter ce qui marche. Qu'est-ce que j'ai raté pour voir comment je peux mieux faire la prochaine fois ou arrêter de faire des choses qui ne servent à rien. Vous voyez que d'être dans une démarche permanente d'apprentissage et de remise en question,
vous développez un mindset de croissance qui est vraiment hyper puissant. Et puis, c'est en lien avec la vision. Un deuxième élément pour développer un mindset de croissance, c'est de se fixer des objectifs ambitieux, progressifs. Vous pouvez choisir un domaine dans lequel vous vous sentez en difficulté, la stratégie, la délégation, par exemple, ou d'autres choses, hein, en lien avec l'organisation, etc. Et vous vous engagez à y travailler progressivement, petit pas par petit pas. Quand on gravit une montagne, bon, moi j'habite dans les montagnes, mais quand on gravit une montagne, on fait un pas après l'autre, et puis on arrive au sommet de montagnes qui sont, quand on est en bas, hautes, impressionnantes, on se dit mince, ça va être long ou ça va être difficile. Puis quand on est en haut, ben, on dit bah en fait on y est arrivé, mais on a juste fait un pas à la fois. Donc voilà, mettez-vous en mouvement et vous allez voir que vous allez très loin. J'aime bien l'exemple du livre, si vous lisez 10 pages par semaine, bah à la fin de l'année, vous aurez lu 520 pages. Et 10 pages par semaine, c'est pas beaucoup. Donc vous voyez, 520 pages, ça fait un très gros bouquin ou 2 ou voire 3 livres par an en lisant que 10 pages par semaine. Donc voilà, vous pouvez réfléchir comme ça avec des objectifs qui sont ambitieux. Le cerveau humain, il est flemmard, hein. Il mobilise ses ressources que si l'enjeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que je vous invite vraiment à voir grand, ambitieux, parce que c'est pas l'objectif ou l'arrivée qui est intéressant, mais c'est le chemin que vous allez parcourir en cherchant à réaliser cette vision. Parce que si vous voyez trop petit, bah, vous n'allez pas vous lever du canapé, vous n'allez pas mettre l'énergie qu'il faut pour finalement faire un changement qui ne sera pas majeur ou qui n'aura pas un impact important pour votre boîte. Par contre, si vous visez grand, vous allez faire un petit pas à la fois et vous allez vous rapprocher de cet objectif qui est grand. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, apprendre en continu. Donc, investissez dans la formation pour vous, pour vos salariés, dans des masterclass, dans un accompagnement, même des lectures, je vous en parlais à l'instant, pour rester à jour, pour rester inspiré. Le premier levier de développement d'une boîte, hein, je vous le disais tout à l'heure, c'est le développement personnel de son dirigeant. Tous les plus grands dirigeants, ils ont un coach professionnel, c'est pas pour rien. Hein. Je crois que c'est Bill Gates qui disait « Everybody need a coach ». Quoi. Excusez-moi pour mon accent qui est fantastique. Et puis, il faut changer de son discours interne aussi pour développer son mindset. C'est remplacer les phrases comme « je ne suis pas doué pour ça » ou par « je ne suis pas ». Vous remplacez cette phrase-là par « je ne suis pas encore au point, mais je vais m'améliorer ». Vous voyez, vous êtes déjà dans une démarche de progrès, toujours, toujours, toujours. Et moi, je vous invite là tout de suite eh bien écoutez, Carole, vous devez partir. Je vous en prie, merci pour votre présence. Et puis, avec plaisir de vous rencontrer ou d'échanger avec vous par la suite. Pour avancer sur le sujet, et je vais avoir terminé bientôt, je vous invite à définir votre prochain challenge de croissance. Dans quel domaine de votre leadership ou de votre vie vous vous sentez bloqué aujourd'hui? Si vous réfléchissez un petit peu à ça, maintenant ou plus tard. Qu'est-ce que vous pourriez faire dès cette semaine pour progresser dans ce domaine-là? Posez-vous ces deux questions, je les repose. Quel domaine de votre leadership ou de votre vie vous semble bloqué aujourd'hui? À quel endroit vous sentez que ça ne marche pas comme vous aimeriez? Donc ça, c'est la première. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire dès cette semaine pour progresser dans ce domaine-là? Un petit pas, une décision que vous allez prendre, un comportement que vous allez changer, des mots que vous allez arrêter de dire ou que vous allez vous mettre à prononcer, que vous n'osiez pas dire jusque-là. Une posture que vous allez oser prendre. Voilà, alors pour finir, hein, ce n'est pas en travaillant plus que vous créez plus d'impact, bien au contraire. Vous vous épuisez, puis vous devenez moins bon quand on travaille plus. C'est en travaillant mieux que vous créez plus d'impact et que vous grandissez en leadership. Une seule journée libérée peut faire toute la différence entre subir finalement et puis diriger. Je dirais même qu'une seule chose que vous allez modifier peut déjà tout changer dans votre organisation ou dans votre emploi du temps. Sabrina, vous dites investir dans des domaines de mon business dans lesquels je veux investir depuis longtemps, refaire mon site, faire des photos pour mon branding, etc. Ok, chouette, bravo. Amel, vous dites prendre du temps pour réfléchir à la stratégie comme vous l'avez recommandé. Ok, j'ajoute les rendez-vous à l'agenda dès aujourd'hui. Bravo, consacrer plus de temps à la planification. Excellent, génial. Mais pour pouvoir mettre ça, il faut faire un petit peu de ménage avant si vous êtes déjà surchargé. Si vous ne l'êtes pas, ça va. Et si vous êtes déjà surchargé, il faut faire un peu de ménage ou repousser des choses qui sont de moins forte valeur ajoutée ou qui ne sont pas essentielles à votre travail au quotidien. Ne pas travailler ce week-end, je vous lis. Ok, génial, bravo. Alors, si vous avez envie d'aller voir quelques témoignages que j'ai de gens
avec qui j'ai travaillé et qui ont changé des choses. Je vous mets le lien ici dans le chat. Il y a des interviews aussi, il y a quelques tips à différents endroits. Voilà, si vous avez envie de prendre quelques minutes pour y regarder ça. Je vous partage ça. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole, de poser sa situation et puis d'avancer un peu pour que je puisse donner deux, trois éléments personnalisés pour avancer sur le sujet et puis vous aider à changer déjà des choses. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Si c'est le cas, vous ouvrez votre micro, puis vous présentez votre situation. Et puis, je vais essayer de vous guider, vous poser des questions pour que vous puissiez avancer. Si ce n'est pas le cas, si vous préférez qu'on le fasse en direct, simplement à deux, vous prenez rendez-vous, vous cliquez sur le bouton rouge, ou bien vous me contactez plus tard. Julie, vous voulez bien? Ok, très bien. Alors allons-y, ouvrez votre micro. Merci. Alors MG, j'ai juste ça comme nom pour vous, même si vous êtes hors cible. C'était intéressant quand même. Bonne journée à vous. Au revoir. Allez-y, Julie, si vous avez la parole. Est-ce que vous êtes encore là, Julie? Je ne vous entends pas. Alors, comment est-ce que je peux... Ah, je suis désolé, Julie, on va devoir avancer. Vous avez ouvert le micro, mais ça ne fonctionne pas. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vais voir si moi je peux vous l'ouvrir. Je ne suis pas certain. Et je ne peux pas vous ouvrir le micro. Si vous dites qu'il est ouvert en plus. Pablo, je ne sais pas si tu es là, mais je n'arrive pas à ouvrir le... je n'arrive pas à communiquer avec Julie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Il y a peut-être un problème de votre côté sur l'ordinateur, Julie, en termes de micro, je ne sais pas. Ok, bon bah écoutez, on va avancer comme ça. Julie, voilà, je vous invite à prendre rendez-vous. Ça engage à rien, ne vous inquiétez pas, on va échanger ensemble. Si vous avez envie qu'on passe un quart d'heure, 20 minutes sur votre cas, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Vous cliquez sur le bouton prendre rendez-vous ou vous me faites un petit mail à l'adresse que j'ai donnée tout à l'heure. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, voilà, je voulais, pour juste finir, vous parler à nouveau de Franck. Un de mes clients, il est passé, lui, de débordé et épuisé, surtout par un quotidien qui faisait vraiment plus sens pour lui, à stratège, qui a retrouvé du temps pour ses enfants et puis du temps pour développer sa boîte. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'a dit je me sens être un super chef d'atelier et j'aimerais devenir un vrai chef d'entreprise. Alors qu'il avait déjà 14 salariés et 2 entreprises. Et une boîte qui a 17 ans, vous voyez, donc il était déjà chef d'entreprise, mais il ne se sentait pas dans sa façon d'être, un vrai chef d'entreprise. On a travaillé là-dessus, on est allé explorer un petit peu des choses profondes de sa vie, de sa personnalité. On a travaillé en outdoor sur sa vision pour sa boîte, ce qui lui a donné la pêche, ce qui lui a donné l'énergie pour sortir de sa zone de confort, aller s'exposer à des choses qui n'étaient pas agréables pour lui. Et finalement, il m'a confié aussi l'accompagnement d'un de ses salariés pour qu'il devienne cadre et qu'il prenne la fonction de chef d'atelier pour que Franck puisse, lui, se libérer de cette fonction-là opérationnelle et devenir le vrai chef d'entreprise qu'il rêvait d'être, c'est-à-dire piloter le contrôle de ce qui sortait de son atelier, mais ne plus être impliqué dans les phases de contrôle, ne plus être impliqué dans les phases de production parce que le chef d'atelier s'en occupe, et puis pouvoir sortir de sa boîte beaucoup plus souvent pour aller voir des clients grands comptes, pour aller rencontrer des partenaires, pour développer des projets et développer son entreprise, pour lui donner l'envergure qu'il méritait. Franck, il travaille dans une boîte c'est une boîte qui travaille autour de l'automobile. Ça lui a permis d'aller rencontrer des directeurs de grands groupes au niveau européen, donc d'avoir des
des contacts commerciaux. Ça lui a permis de développer des projets qui étaient vraiment d'envergure. Et il disait souvent, en lien avec les voitures, ma boîte, elle ne tourne pas à la bonne fréquence. J'ai l'impression d'avoir une Ferrari et de rouler en première. Je vois que cette boîte-là, elle a un potentiel énorme, mais je ne la fais pas avancer comme il faudrait. Donc voilà, c'était ça sa préoccupation, en lien avec aussi son besoin personnel de retrouver du temps pour ses enfants. Voilà, donc je vous invite vraiment à travailler sur vous pour évoluer, pour faire de vos boîtes des boîtes qui vous ressemblent et qui ont la vie, et d'avoir pour vous la vie qui vous plaît vraiment. Alors, ma dernière question, et je vous laisse avec ça, qu'est-ce que vous allez changer dès demain, même si vous y avez déjà un peu répondu? Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une excellente journée, avec grand plaisir de faire votre connaissance et d'échanger avec vous, même sans s'engager à quoi que ce soit. Ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez continuer de me suivre sur LinkedIn, j'ai des articles, j'ai des posts assez régulièrement, j'ai des témoignages sur YouTube, comme vous le savez aussi. J'aurai grand plaisir à faire votre connaissance plus avant. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite la meilleure année possible pour 2025, d'arriver à réaliser des choses que vous n'avez peut-être pas encore réalisées pour votre équipe, pour le développement de votre entreprise, pour arriver à mieux déléguer, pour être mieux dans votre posture, etc., de dirigeant. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci pour vos échanges, pour vos partages. Et je vous dis à très bientôt peut-être. Au revoir. Merci beaucoup, Julie, pour votre commentaire. Ah, c'est très gentil. Au revoir.